Bienvenue à ce nouvel épisode de la saison 2 des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de la formation. Eh bien, tout d'abord, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Bonjour Alexa, bonjour Maude. Bonjour Bonjour. Christine, bonjour à tous et meilleurs vœux également. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est Alexia, notre invitée pour ce cinquième épisode qui est consacré donc à l'actualité de la formation. Et Alexia donc va nous apporter les éléments importants d'information concernant les dernières évolutions de notre système de formation. Oui, merci Christine. L'actualité a été assez riche sur la fin de l'année 2023 et là sur le début de l'année 2024. Donc on a beaucoup de sujets. Je vais essayer de vous partager la veille que j'ai pu faire et donc reprendre ma casquette de juriste par rapport au sujet et faire un petit condensé en à peu près 1 heure des points importants. Ok. Alors donc avant d'entrer dans le sujet, je vais donner la parole à Maude Roussal du JPFDLV qui nous a rejoint pour l'organisation technique et qui va donc suivre aussi vos questions. Bonjour Maude. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un petit point sur l'organisation. Vous avez à votre disposition dans la barre de tâches en bas de votre écran une rubrique de chat qui va vous permettre de commenter ou de lancer des échanges et une rubrique questions pour interroger notre invité. N'hésitez pas à les utiliser. On reprendra les questions à la fin du webinaire. Merci Maude. Eh bien, allons-y. Alors, on va partager notre Voilà, petit support de manière à rappeler qu'on est sur l'épisode 5. Et puis rappeler que c'est moi qui interviens avec ma petite casquette. Et puis, voilà. on est parti sur les questionnements. Très bien. Alors Alexia, quelles sont les actualités autour de l'écosystème en ces derniers temps? Alors, en fait, il y a eu beaucoup de points, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, donc on ne pourra pas tout aborder ensemble, hein, ce matin, on a 1 heure. On va essayer de faire un condensé des points principaux avec 2 volets, un petit peu de points sur ce qu'on peut appeler l'écosystème, c'est-à-dire essentiellement ce qui se passe du côté des acteurs du système de formation et puis après on aura un autre point plutôt sur les dispositifs, où là on va aller, s'interroger sur les actualités, sur le CPF, l'alternance et cetera. Sujet, à mon avis, qui intéresse un certain nombre d'entre vous. Mhm. On va démarrer par l'écosystème. Alors peut-être qu'on va revenir un petit peu en arrière, pour replacer les choses dans un contexte qui est quand même assez évolutif, d'un point de vue, politique, ces derniers temps. Simplement pour qu'on parte, d'éléments communs, je pense que c'est intéressant. On va repartir de la feuille de route du gouvernement. Alors, vous n'aurez pas échappé au fait que nous sommes, sur, un remaniement ministériel, donc il faut prendre en compte cette variable-là. Il y a des changements, mais la feuille de route qui est liée, au 2e quinquennat d'Emmanuel Macron, garde toute, sa légitimité. Il y a un certain nombre de sujets, de chantiers sur lesquels le ministère, du Travail était amené, à travailler, des chantiers sur lesquels il y a déjà eu des évolutions et puis des autres sur lesquels on attend, de nouveaux événements. Donc je pense que ça permet, de retracer un petit peu les éléments. Vous les voyez apparaître. Donc il y a des choses qui concernent plutôt l'emploi, le plein emploi, hein, puisque c'est une orientation forte du président de la République. Il l'a rappelé d'ailleurs, récemment, dans l'interview qu'il a donnée. Et puis il y a des choses qui vont nous concerner spécifiquement par rapport à la formation professionnelle que vous voyez là apparaître. Donc il y a un sujet autour de France Travail, je vais y revenir, hein, c'est, une des nouveautés de ce mois de janvier, l'arrivée d'un nouvel opérateur. Pôle emploi devient France Travail, ce qui cache, plus de modifications que simplement une appellation, hein, on va en reparler ensemble. Et puis, dans la feuille de route, il y avait, 2 éléments intéressants sur le fait d'amplifier la dynamique de l'apprentissage et de préparer les actifs aux compétences de demain. Derrière, l'organisation dans l'ancien gouvernement était, organisée avec, une ministre déléguée à la formation et à l'enseignement professionnel qui avait, synthétisé ces 2 chantiers finalement en 5 axes de travail. Un axe sur l'apprentissage, un axe sur le compte personnel de formation, un axe sur la validation des acquis de l'expérience, un autre sur les transitions professionnelles et un autre sur l'illettrisme. Alors depuis, les choses ont changé. On n'a plus le même ministre du Travail, on accueille une nouvelle ministre du Travail, de la Santé
et des solidarités. Donc, les changements d'appellation ont un sens, et on va faire le lien avec, la phase de négociation qui s'ouvre avec les partenaires sociaux, hein. L'appellation, je trouve est intéressante, le fait de lier la santé et le travail, parce que c'est exactement là-dessus que les partenaires sociaux sont amenés à négocier sur, l'année 2024. Et puis on n'a plus de ministre délégué, à l'enseignement, à la formation professionnelle, ce qui ne veut pas dire que la formation reste pas un sujet important, mais qui va être organisé, de façon différente. Les négociations avec les partenaires sociaux étaient prévues, avant le remaniement, s'ouvrent là sur le début de l'année 2024 autour, de l'idée, d'un pacte, sur le travail. Alors, on retrouve le chantier un peu, travailler mieux, on retrouve, le soutien de l'emploi des seniors et en fait, il y a un document d'orientation qui avait été envoyé aux partenaires sociaux, donc aux syndicats de salariés, aux organisations patronales, un peu avant le remaniement sur cette, négociation pacte de vie au travail, avec un certain nombre d'éléments de réflexion. Je vous ai mis quelques éléments, de ce document d'orientation sur la slide que vous voyez apparaître, avec, le résumé sur ce qui peut nous intéresser par rapport à notre suivi d'actualité. Les partenaires sociaux sont amenés à négocier par rapport à des objectifs qui sont assez précis. Favoriser les mobilités internes et externes, à l'entreprise, prévenir l'usure professionnelle, hein, c'est très connecté à la réforme de la retraite, hein, et c'était d'ailleurs un sujet qui avait été abordé dans le cadre des négociations sur, la réforme des retraites. Améliorer la prévention de la désertion professionnelle et puis améliorer les dispositifs de transition professionnelle. Il y a un vrai sujet sur la transition professionnelle. Si on reprend les chantiers que j'ai évoqués juste avant, sur le compte personnel de formation, on a déjà eu beaucoup d'évolutions puisqu'on a eu la loi, visant à lutter contre la fraude au CPF. On va en reparler tout à l'heure puisqu'il y a un certain nombre de mesures d'application qui sont sorties. On a eu déjà des éléments sur la VAE puisque pareil, la loi de réforme de la VAE, a été publiée et puis les mesures d'application sont en train d'arriver. On en reparlera également. Donc le vrai sujet, qui nous reste, c'est celui des transitions professionnelles avec un questionnement sur, les dispositifs qui sont existants, le projet de transition professionnelle, la PROA, le dispositif, transition collective, hein. On a une superposition de dispositifs aujourd'hui sur la reconversion. On a aussi l'alternance, hein, qui peut servir, ces mécaniques de reconversion, donc avec une vraie volonté de, lisibilité, de transparence, peut-être, d'équilibre financier puisque la question n'est jamais loin sur ces sujets-là. Donc c'est ce qu'il va falloir suivre, sans doute, là sur les négociations avec, les des éléments, qui vont être proposés, au gouvernement et peut-être qui vont se cristalliser sur des évolutions d'ici la fin de l'année. Tout ça suppose quand même, qu'il y ait de l'argent pour, continuer à faire, circuler, les dispositifs, et pour pouvoir faire fonctionner le système de formation. Donc on peut peut-être aussi faire un petit détour, du côté budget, puisque, la loi de finances, 2024 nous a révélé, des éléments clés. Là, c'est plutôt positif. Alors la question de la soutenabilité ou de l'équilibre financier des dispositifs se pose toujours, hein, puisque, on a des problématiques notamment du côté du budget de France compétences, mais sur le budget global de la nation, le ministère du Travail a plutôt un budget en hausse. Alors, dans ce que vous voyez apparaître, sur, la slide, vous voyez 4 piliers qui sont, liés à des financements État, qui sont liés au financement des pouvoirs publics. Il faut bien sûr y rajouter la partie essentielle qui vient de la contribution collectée auprès des entreprises, hein, la CUFPA, qui représente à peu près 10 milliards d'euros et qui vient, appuyer le fonctionnement des dispositifs de formation. Du côté État, vous voyez donc, soutien, aux alternants qui restent, politiquement très ancré, avec, un horizon financier important. On va revenir sur les aides à l'alternance tout à l'heure. Donc ça, c'est d'autant plus important qu'arrivent les premiers rapports sur, le plan de relance, et puis sur, les dispositifs «Un jeune, une solution» qui montrent quand même que, ces mesures, exceptionnelles qui, accompagnent le recrutement des alternants ont été positives par rapport à la démultiplication, du recours notamment à l'apprentissage. On
On a toujours les financements liés au plan d'investissement dans les compétences ou dans sa déclinaison nationale et par rapport au lien avec les régions, hein, puisqu'on est sur des PRIC au niveau régional avec un travail de négociation entre État et région. On a un budget étatique sur un dispositif particulier qui est le FNE formation, donc dispositif qui a été modifié à plusieurs reprises et qui aujourd'hui est retravaillé pour appuyer les entreprises par rapport à l'accompagnement aux grandes transitions. Donc transition numérique, transition écologique, transition agroalimentaire et puis soutien aux événements sportifs, notamment aux Jeux olympiques. Il y a encore un budget non négligeable sur ce dispositif, même s'il baisse par rapport à 2023. Et puis, en lien avec les questions d'équilibre financier, on a une dotation de l'État prévue pour équilibrer le budget de France Compétences et qui vient donc appuyer les autres recettes de France Compétences qui viennent donc essentiellement de la partie collecte entreprise, de manière à pouvoir faire fonctionner l'ensemble des dispositifs. Donc on arrive à un volet financier qui reste donc important par rapport à la formation professionnelle. Sur ce budget, travaillent un certain nombre d'acteurs du système de formation. On a dit qu'on commençait par les questions d'écosystème et de gouvernance. De mon côté, j'ai relevé, on va dire 5 points qui touchent spécifiquement les acteurs du système, sur lesquels on va faire un petit passage en revue et puis vous pourrez poser vos questions à la fin du webinaire. Donc, première nouveauté, la mise en place de France Travail, donc qui vient prendre la place avec un nouveau logo que je vous ai mis sur la slide de Pôle emploi. Alors, le changement est bien plus profond que la question de la nouvelle appellation et du nouveau directeur de Pôle emploi, hein, le nouveau directeur de l'emploi qui est l'ancien haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises qui a porté le rapport de préfiguration de France Travail. En fait, l'idée, c'est vraiment, de travailler, sur, la mise en place, de tout un système, pour l'emploi, avec les différents acteurs de l'emploi qui sont chargés, d'accompagner, d'accueillir, d'informer, qui peuvent être des appuis par rapport à la formation et l'insertion. On est vraiment sur cette idée de mise en réseau avec, un système, de travail où finalement, France Travail, ancienne Pôle emploi, les missions locales, le réseau Cap emploi, les services publics de l'État ou des collectivités, hein, notamment le conseil départemental par rapport au RSA, vont trouver leur place autour d'un système d'information commun qui doit permettre de ne plus laisser finalement de personnes un peu à côté, qui ne seraient pas inscrites, qui seraient hors des radars. Le principe, hein, c'est l'automatisation des démarches avec une inscription progressive automatisée de tous les publics qui trouveront conseil auprès des différents acteurs de France Travail d'ici 2025. En fait, on est sur une création qui va prendre du temps, hein, qui va se faire en plusieurs étapes à l'échelle de France Travail, puisque il faut trouver aussi des organisations. Il y a des préfigurations qui vont se mettre en place sur les territoires régionaux, hein, avec des accords, des conventions qui sont en train d'être discutées. Il y a certaines régions où les choses sont déjà organisées. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ça assez facilement sur le site de France Travail et en Bourgogne-Franche-Comté, les choses se mettent en place, hein, et c'est d'ailleurs un sujet qu'on abordera plus tard dans les temps forts, pour venir un petit peu plus dans le détail de la mise en place de France Travail. On est aussi sur tout un travail plutôt du côté des bénéficiaires, hein, des personnes qui vont être accompagnées avec un nouveau contrat d'engagement unifié, avec des obligations nouvelles, avec des heures d'activité, hein, qui avaient été testées là encore sur de la préfiguration, notamment par rapport à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, et puis sur un système de sanctions gradué qui est revisité par rapport à l'objectif d'accompagnement et de plein emploi. Donc finalement, aujourd'hui, on est sur l'acte 1 avec le changement d'appellation, le nouveau logo, et on est finalement sur le lancement d'un travail qui va prendre du temps et qui devrait se faire par étapes jusqu'en 2027. Hem, donc la suite, peut-être dans un prochain temps fort, qui sera dédié, à la question de France Travail puisqu'on en est vraiment, hein, sur le démarrage, de la structuration. Autre point qu'on peut relever
sur totalement un autre sujet. C'est, quelque chose qui touche cette fois-ci, on va dire, les grands acteurs du financement de la formation professionnelle. Donc, on pense surtout aux opérateurs de compétences, mais aussi à l'association de transition professionnelle, l'État, les régions, la Caisse des dépôts et consignations ou encore la GFIP. Heu, il est sorti un nouveau décret à la fin du mois de décembre, décret du 28 décembre 2023, sur les pouvoirs de contrôle des organismes financeurs de la formation, qui revient sur un certain nombre de choses. Alors, les organismes financeurs avaient déjà des possibilités de contrôle, hein. On n'est pas, sur le fait de créer quelque chose, on est plutôt sur, des aménagements. Vous savez que les financeurs peuvent contrôler la conformité des actions, aux obligations légales et réglementaires et à la qualité, hein. Ils peuvent contrôler la qualité des actions de formation, en parallèle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce décret du 28 décembre? L'idée, c'est de pouvoir mutualiser les contrôles entre les différents financeurs, de pouvoir éventuellement, nommer, une structure qui serait chargée, d'opérer les contrôles à la place des financeurs, hein, qui serait mandatée par les financeurs pour opérer les contrôles. Heu, les contrôles qualité qui peuvent être faits en parallèle des contrôles de service faits avec, la possibilité donc, d'être réalisés, sur place et pas uniquement sur pièce. La possibilité de demander des pièces complémentaires plus tôt, par rapport au contrôle. Et puis surtout un élément qui est nouveau, c'est que si, ces, financeurs repèrent, quelque chose qui dysfonctionne, par rapport aux obligations, des organismes de formation. Aujourd'hui, il y a une procédure un peu facilitée de signalement, aux certificateurs qualité ou aux instances de labellisation qualité. Le processus avant, il était, s'il y a un repérage, on passe par la DGEFP, la DGEFP signale, aux structures, qualité. Cette fois-ci, il peut y avoir du signalement direct aux certificateurs qualité. Donc ça peut générer, derrière, hein, en termes de retour, un audit, spécifique, un audit complémentaire, lié aux dysfonctionnements qui ont été repérés par le financeur. Et puis, il y a des éléments aussi par rapport aux possibilités, de signalement vis-à-vis d'autres points, notamment par rapport au contrôle de l'apprentissage, qui s'il y a quelque chose qui est repéré par un opérateur de compétences qui touche, on va dire, au côté, contrat d'apprentissage, vie du contrat, tout ce qui touche, l'inspection du travail, on va faire un signalement direct. S'il y a des choses qui relèvent de la qualité pédagogique, l'OPCO va pouvoir faire le lien avec les structures qui sont chargées du contrôle pédagogique de l'apprentissage. Donc on est vraiment sur une, mise en réseau des financeurs par rapport aux logiques de contrôle. Il n'y a pas énormément de nouveautés, même si, on est sur de la simplification et des aménagements pour que finalement les contrôles soient mieux opérés, au niveau de l'appareil de formation. Je continue dans le jeu, hein, des nouveautés sur les acteurs. N'hésitez pas, j'essaierai de reprendre le maximum de questions en fin de webinaire. Alors, autre changement d'appellation, vous connaissez les acteurs du conseil en évolution professionnelle, donc prestation gratuite d'accompagnement, hein, qui est dispensée à la fois par des opérateurs qu'on va trouver au niveau de France Travail et puis des opérateurs qui bénéficient, d'une convention spécifique avec France Compétences, puisqu'on est dans une logique, d'appel d'offres marché public, pour, les opérateurs qui sont chargés d'accompagner les salariés du secteur privé et les indépendants. Donc, comme on est dans une logique de marché public, l'année 2023 était l'année de fin, de la première partie, de marché, hein, avec, un relancement, des marchés et puis, la nécessité pour, les opérateurs de se repositionner. Donc avec une instruction de France Compétences qui a eu lieu, des notifications qui sont arrivées tardivement sur la fin de l'année 2023 et donc on a, notre nouvelle cartographie des acteurs du CEP, pour l'accompagnement des actifs du secteur privé, qui, d'ailleurs est très peu, a très peu changé, hein, par rapport à la cartographie puisque les opérateurs qui faisaient le CEP, avant ce nouvel appel d'offres, ont généralement été, confirmés, dans cette nouvelle étape. Par contre, donc il y a un changement d'appellation avec un nouveau logo, Avenir Actif.
que vous voyez là aussi sur la slide. L'idée étant de donner un petit peu plus de lisibilité, d'homogénéiser un petit peu l'offre vis-à-vis des bénéficiaires, hein, donc des actifs et des salariés du secteur privé, pardon, et des indépendants, parce qu'on n'a pas forcément derrière les mêmes réseaux, les mêmes acteurs, puisque dans chaque région, hein, on est sur des logiques de groupement. En Bourgogne-Franche-Comté, on a le réseau EVA avec 10 opérateurs qui prend cette nouvelle bannière Avenir Actif, mandatée par France Compétences, hein. Donc on est vraiment sur l'idée que on a une lisibilité nationale désormais avec ce nouveau logo. Pas très éloigné de la question de l'accompagnement des salariés, on va arriver sur des évolutions du côté employeur. Là aussi, il y a quelques actualités qui, pareil, ne changent pas énormément les choses pour les employeurs, mais qui méritent quand même d'être rappelées. Il y a un décret qui est sorti le 30 octobre 2023 qui revient sur toutes les obligations d'information des employeurs du secteur privé. Ce décret, il fait suite à une directive européenne, hein, et on l'a retraduit dans notre système national. Il y a toute une liste d'informations que l'employeur doit mettre à disposition de ses salariés, et on retrouve quelque chose par rapport à la formation. Il y a une entrée où il est bien noté qu'il y a une obligation de l'employeur d'information par rapport au droit à la formation tel que décrit à l'article L63-21-1 du Code du travail. Cet article, c'est l'article qui parle des obligations de l'employeur, en fait, hein, qui dit que l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail, que l'employeur forme pour le maintien de l'employabilité et que l'employeur peut organiser des actions pour le développement des compétences. Donc on est sur un rappel obligatoire par l'employeur de ses obligations en matière de formation et sur l'existence du plan de développement des compétences, qui vient s'ajouter à des choses qui existent déjà sur la formation pendant les entretiens professionnels, hein. Je rappelle qu'il y a des entretiens professionnels tous les 2 ans, et que pendant cet entretien professionnel, l'employeur a aussi l'obligation de rappeler l'accès à la validation des acquis d'expérience, la possibilité d'utiliser le compte personnel de formation, ou encore la possibilité d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Donc c'est simplement un petit ajout supplémentaire sur la liste des informations que l'employeur doit donner par rapport à la formation aux salariés. D'ailleurs, l'actualité nous a encore rattrapé par rapport à mon document. Il y a encore autre chose qui s'ajoute, plutôt du côté mise en place de France Travail. Aujourd'hui, les employeurs ont une nouvelle obligation avec une plateforme de déclaration par rapport à des propositions refusées de CDI. En fait, si un employeur à quelqu'un en CDD lui propose un CDI pour le garder, si éventuellement cette personne refusait le CDI, il y a une obligation d'information au niveau de France Travail. Ça pareil, ça fait partie des nouvelles règles, et puis de la logique de travail pour le plein emploi, et de la logique de réflexion sur l'allocation chômage et les droits à l'allocation chômage. Donc la liste des obligations de l'employeur, qui est déjà assez importante, continue à se développer. Du même côté, je prends le côté organisme de formation cette fois-ci. Vous savez aussi, quand les organismes de formation ont un certain nombre d'obligations à respecter par rapport à la formation professionnelle. Ils sont d'ailleurs mieux contrôlés, comme on l'a évoqué avec le décret de décembre 2023. Vous avez peut-être vu passer aussi des évolutions par rapport à la démarche qualité nationale, donc référentiel qualité nationale, qui a donné lieu à la marque Calliope. Donc on est passé à une V8 fin d'année 2023 et tout de suite à une V9 de Calliope, donc rapidité de mise en adéquation de tout ça au niveau des organismes de formation, hein. Pourquoi rapidement de nouvelles versions de Calliope? Simplement pour prendre acte finalement d'un certain nombre de modifications, des modifications par rapport à la question des formations certifiantes, qui sont beaucoup plus mises en avant dans le référentiel et dans le suivi des indicateurs, avec des obligations d'affichage plus marquées sur les formations certifiantes, hein, notamment pour être sûr de quel est le certificateur, pour être sûr de la date d'échéance des certificateurs,
certification, pour avoir des éléments plus précis sur les taux, d'insertion, globale et spécifiquement dans l'emploi visé par la certification, et cetera. Donc il y a pas mal de choses autour de la question de la certification. Il y a, des éléments d'ajustement sur, les possibilités en termes de preuves et puis, sur, l'écriture de certains indicateurs et les niveaux attendus en termes d'exigence. Et puis, ça on va l'aborder dans le détail tout à l'heure, il y a forcément des éléments par rapport à la sous-traitance. Alors, il y avait déjà des éléments dans la sous-traitance dans le cadre de Calliope, mais il y a des évolutions, du cadrage global, notamment au niveau du compte personnel de formation. Donc ça a amené une réécriture au niveau, du référentiel et du guide de lecture du référentiel. Donc je vous enjoins à aller, réviser un petit peu le guide de lecture dans sa dernière version, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent, avoir des conséquences, dans les audits, qui, arrivent pour un certain nombre d'organismes de formation. Donc finalement, du côté de notre écosystème, on est, si je faisais une petite synthèse, toujours dans cette logique de régulation forte de l'écosystème. On le voit bien sur les pouvoirs de contrôle, on le voit bien sur la qualité, on le voit sur les obligations d'information, avec une mise en synergie des acteurs, et ça, c'est plutôt la logique de France Travail. Très bien, beh, c'est déjà beaucoup pour une première partie. J'avais dit Heu, qu'on faisait un condensé de beaucoup d'éléments parce que l'actualité était très, très riche, oui, très sur la dense. fin de l'année. Et alors, du côté des dispositifs, qu'est-ce qui a été modifié ces derniers temps? Alors du côté des dispositifs, Christine, ben, même chose, énormément d'éléments. Alors des éléments qui étaient attendus, parce que pour le coup, on est sur des évolutions qui ne sont pas nouvelles. Vous savez qu'on est sur une régulation du compte personnel de formation, qu'on est sur un travail de priorité politique sur l'alternance et qu'on est sur une réforme de la VAE. Tous ces textes-là, ils sont déjà partis, passés, etc. C'est juste qu'on attendait un certain nombre de mesures d'application qui tardait à venir, et donc depuis, la dernière fois qu'on a pu, échanger sur un point d'actualité, on a, des nouveautés au niveau des mesures d'application. Donc on va faire un petit panorama ensemble, et aller voir, du côté du CPF, du côté de l'alternance et du côté de la VAE. Les éléments, je m'arrêterai un petit peu plus longtemps sur le CPF puisque, il faut qu'on intègre la question de la sous-traitance, et le sujet est quand même un petit peu compliqué. Alors sur le CPF, que s'est-il passé depuis ces quelques semaines? Donc, 1er janvier 2024, élargissement du catalogue des, offres éligibles au compte personnel de formation avec, l'arrivée, au niveau du catalogue de nouveaux permis, en plus de ceux qui étaient déjà, préparables, par, le biais de ce type de financement. En fait, ça vient d'une loi spécifique, de juin 2023, sur, la réforme du permis, qui a amené d'autres choses, mais qui a un volet formation. Donc aujourd'hui, on va pouvoir préparer, un permis moto, un permis voiturette, un permis, B96 ou BE qui permettent de tracter des remorques, plus lourdes sur les voitures. Donc voyez, on va très, très loin. Finalement, tous les permis de véhicules terrestres rentrent dans l'éligibilité, au CPF, avec, donc une petite évolution de la plateforme sur ce volet-là, hein, qui était pas tout à fait prête au 1er janvier, mais d'ici la fin du mois de janvier, tout va se mettre en place techniquement pour que, des personnes puissent, aller se positionner sur la préparation et l'obtention de ces permis. Je rappelle, hein, que dans le top, 3, des formations au sens large, le plus suivi sur la plateforme, on retrouve toujours le permis B, hein. Donc ça reste quelque chose qui est pas anecdotique en termes de flux financiers. Autre point important, on a un travail de vérification en cours par la Caisse des dépôts et consignations du référencement des organismes de formation sur la plateforme. Alors, il y a eu plusieurs choses. Sur 2023, on a travaillé, plutôt par rapport aux organismes qui n'étaient pas encore sur la plateforme, avec, la mise en place d'une procédure pour rentrer, comme organisme référencé sur mon compte formation, donc avec une procédure spécifique. Ensuite, l'idée ça a été quand même de venir vérifier
si les organismes qui, pour le coup, historiquement étaient déjà sur, le portail, remplissaient bien toutes les mêmes conditions que les nouveaux organismes. Donc, le principe, c'est que, un mail est envoyé aux personnes qui ont été nouvellement identifiées. Si vous êtes sur Edov, ça doit vous parler. En fait, en fin d'année 2023, on a demandé aux organismes de formation de repérer quelques, personnes cibles dans leur organisation, un responsable pédagogique, un responsable administratif, un responsable financier qu'on devait désigner spécifiquement au niveau de la plateforme. Donc, ces personnes doivent, recevoir un mail, qui ouvre une procédure de vérification du référencement. La procédure se fait au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même beaucoup d'organismes sur la plateforme, hein. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, il n'y a pas forcément de problématique, ça va arriver, hein. Les contrôles sont en cours. Ils ont commencé, à la fin du mois d'octobre 2023, ils sont loin d'être terminés. Donc le principe, c'est que vous réceptionnez un mail. Ce mail, explique un peu la procédure avec, des éléments de référencement et des pièces, des pièces justificatives à positionner. Il y a un délai de 14 jours, pour, répondre aux éléments, demandés par la Caisse des dépôts et consignations, qui va analyser la conformité, de votre retour avec un petit délai, qui peut vous demander des pièces complémentaires. Si tout est conforme, ben, on passe à l'étape, supérieure qui va être l'analyse de l'éligibilité. Donc là encore, il y a un petit délai et puis, normalement, si tout va bien, vous gardez votre référencement sur la plateforme Mon compte formation. Aux 2 étapes sur la conformité et sur l'éligibilité, s'il y a une problématique, ça veut dire que la Caisse des dépôts ouvre une procédure contradictoire avec vous, en tant qu'organisme de formation, et vous demande des éléments, contradictoires, pour justifier, le dysfonctionnement ou la problématique qui a été repérée. Donc il y a toujours cette logique de régulation, qui finalement, au bout du bout, quand, le processus sera terminé, aura permis à la Caisse des dépôts de vérifier la totalité, des dossiers de tous les organismes de formation présents sur la plateforme. Ça va de pair avec le troisième point qui est, une nouvelle version des conditions générales d'utilisation. Pour faire ça, il a bien fallu faire évoluer le document juridique, de base de la plateforme qui est, les conditions générales d'utilisation, qui, maintenant inclut cette procédure de vérification du référencement. Il y a également des petites nouveautés qui ont été introduites. C'est pareil, hein, je vous enjoins, à faire de la veille et à faire de la relecture, sur ces questions-là, notamment sur les obligations d'information préalable, à l'inscription, de la personne sur une formation financée via le compte personnel de formation. On a des précisions complémentaires sur la communication commerciale trompeuse, mensongère, etc. Et puis des précisions complémentaires également sur le suivi des actions de formation à distance. Chose qu'on retrouve aussi dans la V9 de Calliope, hein. Au niveau des circuits, tout est, corrélé sur les mêmes, logiques de régulation. Donc, il n'y a pas à s'étonner, on va être contrôlé au niveau des organismes de formation à peu près sur les mêmes logiques. Donc ça, c'est l'évolution, on va dire, globale au niveau de la plateforme. Ça, c'est déjà en cours, hein, ça s'applique, depuis le mois de janvier. Ce qui arrive, sur la suite des événements et je pense, point sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus longuement, c'est la question, du décret sur la sous-traitance. Pour rappel, en fait, la loi qui, visait à lutter contre la fraude au compte personnel de formation, qui a été déjà, promulguée, appelait un certain nombre de mesures d'application. 2 mesures d'application, qui étaient très attendues, donc une sur la sous-traitance. Là, le texte est paru et puis une autre, que je vous rappelle, brièvement parce que là, on n'a encore pas les éléments, c'est la question du reste à charge pour, le titulaire d'un compte personnel de formation. C'est écrit dans la loi, la mesure d'application n'est pas sortie, a été abandonnée sur 2023, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne ressortira pas sur 2024. L'ancien ministre du Budget, avant le remaniement ministériel, l'avait évoqué dans une interview en disant qu'il y avait des réflexions sur, peut-être, un reste à charge autour de 50 €.
pour les titulaires de CPF. L'idée étant de responsabiliser les acheteurs, hein, de comptes personnels de formation et pas de limiter, l'essor de ce dispositif-là. D'ailleurs, il y a un certain nombre de publics cibles, hein, qui restaient, non concernés par cette, obligation de financement sur deniers propres, hein, de reste à charge, qui sont notamment les demandeurs d'emploi, hein, ou, les salariés en lien avec une logique d'abondement de leur entreprise. Donc, celui-là n'est pas sorti, mais pourrait revenir, dans le cadre des discussions sur l'année 2024. Celui qui est arrivé, c'est celui qui est arrivé sur la sous-traitance. Alors en fait, on a eu 2 textes, hein. On a, un décret qui, définit les éléments relatifs, au contrôle et à la sous-traitance qui date de décembre et puis on a eu un arrêté spécifique, le 12 janvier, sur un point complémentaire qui n'était pas, organisé par le décret sur, le montant maximum, de chiffre d'affaires, qu'on peut sous-traiter sur la plateforme. Donc aujourd'hui, finalement, on a tous les éléments pour, comprendre la nouvelle logique dans laquelle on rentre par rapport à la sous-traitance des actions CPF, sachant que ces mesures sont applicables à partir du 1er avril 2024. Donc on a un petit temps d'appropriation pour éventuellement, du côté donneur d'ordre comme du côté sous-traitant, se mettre en conformité. Alors, je fais juste un petit point et je vais le dire, je pense que c'est important de le dire, on ne régule pas la sous-traitance de manière globale. Le texte ne concerne que la sous-traitance des actions dans le cadre du compte personnel de formation, hein. Faut pas en faire, une lecture plus large, et se dire que finalement, maintenant, il y a des obligations nouvelles par rapport à la sous-traitance sur n'importe quelle typologie de financement. C'est pas du tout le cas, même si peut-être, effectivement, ça peut appeler, des questionnements sur, une autre logique pour la suite. Là, on est vraiment sur une échelle, limitée qui est celle, de votre activité sur le compte personnel de formation. Alors que disent, les textes? Déjà, les textes, mettent en avant un certain nombre d'interdictions. Heu, Interdictions par rapport à des logiques de sous-traitance qui viennent, qui sont assez naturelles puisque l'objectif c'était d'éviter les sociétés ou les organismes prête-noms, hein, qui étaient positionnés sur la plateforme, mais qui en fait ne réalisaient pas du tout l'activité et sous-traitaient, quasi complètement, leur activité formation. Donc, à partir de ce texte sont interdites, premièrement, la sous-traitance complète des prestations, que, vous pourriez, amener à réaliser sur, le portail EDOF sur, donc mon compte formation. La question était, de la jauge, hein, parce que quand on dit: «On ne peut pas complètement sous-traiter», ben, on sous-traite à combien? La jauge a été fixée par l'arrêté du 12 janvier 2024 à 80 maximum du chiffre d'affaires annuel réalisé sur la plateforme Mon compte formation. Donc un organisme, un donneur d'ordre, qui a, une activité sur le portail Mon compte formation peut sous-traiter au maximum 80 de son chiffre d'affaires annuel réalisé, au niveau de la plateforme. Donc il va falloir, revenir, sur, votre catalogue et les éléments pour faire ce calcul, qui appelle d'ailleurs pas mal de questionnements sur, les modalités et ce qu'on prend en compte, hein. Là, on est vraiment sur, la fixation du périmètre. Je pense qu'il y a encore des choses qui vont être reprécisées, sur, la façon de le calculer. Deuxième point, par rapport à l'interdiction, on interdit la sous-traitance en cascade. Donc si, un organisme est sur la plateforme et il sous-traite à un autre organisme, l'organisme, qui est le sous-traitant ne va pas lui sous-traiter à une autre structure. Pratique qui est assez courante dans d'autres environnements que la formation, hein, notamment sur, des marchés publics de bâtiments, où on est, sur quelque chose qui n'est pas interdit au niveau de la réglementation générale. Mais là, ça devient interdit dans le cadre des actions CPF. Dernier point sur l'interdiction, la sous-traitance à un organisme de formation qui a fait l'objet d'un déréférencement. On ne va pas aller sous-traiter à une structure qui vient d'être sanctionnée parce qu'elle n'était pas, en face de ses obligations par rapport au portail. Du côté de ce qui est obligatoire après les interdictions, qu'est-ce qui est nouveau? Donc,
il faut un contrat de sous-traitance. Alors ça a rien de très nouveau, hein, normalement vous en aviez déjà si vous avez recours à cette modalité d'organisation. Par contre, le texte impose des mentions obligatoires particulières, dans le contrat de sous-traitance et impose l'information à la Caisse des dépôts et consignations. C'est-à-dire il va falloir pouvoir remonter, ce contrat de sous-traitance à la Caisse des dépôts et le contrat devra préciser un certain nombre de points que je vous ai notés, la totalité des missions qui sont confiées, par le prestataire principal au sous-traitant, hein, en étant assez précis, dans le listing des missions, l'intitulé, l'objectif et le contenu de la prestation, les moyens humains, les moyens pédagogiques, les moyens qui sont techniques qui sont prévus en appui de la prestation, la durée, la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi, de justification d'évaluation et de sanction de l'action, hein, donc toute la traçabilité de l'assiduité de l'action, le prix et les modalités de règlement. On se retrouve finalement sur quasiment les mentions qui sont obligatoires dans une convention de formation classique, hein. À part les missions sous-traitées, le reste, on est sur quelque chose qui n'est pas très très nouveau dans la réglementation de la formation. Autre point, c'est sans doute celui sur lequel il y aura le plus de questions, c'est les questions, de, certification, labellisation, et cetera. Alors, il y a 2 points différents. Il y a la question, de Calliope et puis il y a la question des habilitations à former et à faire passer la certification, qui sont 2 points complètement différents. Sur Calliope, le texte est clair. Le label Calliope devient obligatoire pour les sous-traitants dans le cas des actions CPF, sauf si le sous-traitant est une personne physique qui relève du régime microsocial, c'est-à-dire en gros un auto-entrepreneur, hein, dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 77 700 €, qui est le régime fiscal de la micro-entreprise, hein, finalement, au niveau de la prestation de service. Donc, si on n'est pas dans ce cas de figure-là, eh bien, on a un donneur d'ordre, prestataire principal qui est Calliope et on a un sous-traitant qui est Calliope. Deuxième point, si on passe la question du label qualité, on est, essentiellement sur le portail, sur des formations certifiantes avec des obligations d'habilitation, hein, par rapport, à la formation et au fait de faire passer les examens. Donc il y a une vraie question sur qui détient l'habilitation à former et à faire passer, la certification. Donc là encore, le donneur d'ordre va avoir ses habilitations nécessairement et le sous-traitant devra également les avoir, sauf dans 2 hypothèses qui sont bien, désignées au niveau du texte, sauf si le sous-traitant est de nouveau une personne physique qui relève du régime microsocial et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 77 700 €, donc nos fameux auto-entrepreneurs, et sauf, dans l'hypothèse où, en fait, on sous-traite à une personne qui n'intervient que sur une partie de l'action de formation éligible, qui ne correspond pas à la réalisation d'un bloc de compétences complet, puisque l'habilitation, elle est liée nécessairement à la certification complète et au bloc de compétences de cette certification. Donc si la personne ne vient faire qu'un module, elle n'a pas nécessité d'avoir, l'habilitation à former et à certifier sur la certification. Ça paraît très logique, par rapport, au fonctionnement. Donc, finalement, si on essaye de résumer tout ça et on reprendra les questions, si, on est organisme de formation principal, donneur d'ordre, qu'est-ce que ça change ce décret? Ça change qu'il faut vraiment conclure un contrat de sous-traitance bien écrit avec, son sous-traitant, avec toutes les mentions, obligatoires qui sont écrites dans le texte et qu'il faut qu'on s'interroge, sur, le pourcentage de chiffre d'affaires qu'on réalise, au niveau de la plateforme pour ne pas trop sous-traiter. Donc il faut qu'on ait un système d'alerte et il faut bien avoir en tête qu'on est responsable, des obligations, du sous-traitant. C'est-à-dire que si le sous-traitant n'est pas en face de ses obligations, l'organisme de formation principal reste responsable et peut finalement, être éventuellement jusque déréférencé, donc être sanctionné du fait de la méconnaissance par le sous-traitant de ses obligations. Donc, il y a vraiment, à se couvrir, sur, le contrat de sous-traitance et puis, à être dans une logique, de contrôle, hein, de son sous-traitant.
Du côté sous-traitant, bah, la question, c'est de savoir, quel est votre statut? Est-ce que, vous pouvez aujourd'hui, continuer, à vous positionner comme sous-traitant de la même manière? Ou est-ce qu'il faut que vous, soyez, dans une démarche qualité et dans une démarche d'obtention, d'une habilitation à former ou à faire passer, une certification? Tout dépend du, régime juridique, hein, finalement, dans lequel est le sous-traitant. Je pense qu'il y a pas mal de questions, mais on va y revenir. Je vois que le temps passe très vite, mais parce qu'il y avait beaucoup de sujets. J'ai souhaité faire un point particulier sur ce questionnement-là parce que, ça fait partie de l'actualité, on va dire brûlante du début d'année. Heu, je continue et je fais attention au chronomètre pour les questions. Donc sur le CPF, c'est tout sauf que le CPF ne fonctionne pas tout seul. Vous savez que derrière, en fait, le compte personnel de formation, on a d'autres comptes. On n'en parle plus beaucoup, mais en fait, on est, titulaire normalement de ce qu'on appelle un compte personnel d'activité et ce compte personnel d'activité, il est composé du CPF certes, mais il est composé de 2 autres comptes. Un compte d'engagement citoyen qu'on peut avoir ou pas selon si on s'investit dans des, mécanismes de, volontariat, réserve civique, et cetera et puis un C2P, un compte professionnel de prévention si, on est salarié du secteur, privé exposé à certains facteurs de pénibilité. Alors ces 2 comptes, ils existent toujours et puis ils subissent aussi quelques évolutions. Sur le compte d'engagement citoyen, on voit arriver un nouveau cas de mise en œuvre qui va permettre, à des, personnes, en détention dans le cadre d'une nouvelle réserve civique spécifique liée, à la réforme, du droit pénitentiaire, qui s'appelle la réserve citoyenne d'insertion d'obtenir si, il dépasse un certain temps d'activité annuelle, dans le cadre de cette réserve citoyenne d'insertion, des euros, 240 €, sur le compte d'engagement citoyen. L'intérêt, c'est que ces euros peuvent se créditer sur le compte personnel de formation et permettre un montage formation qui peut être plus intéressant d'un point de vue financier. Donc ça vient d'un décret du 29 décembre 2023 et puis sur le côté pénibilité, le compte professionnel de prévention a été réformé, fin d'année 2023 pour être assoupli au niveau des facteurs de pénibilité. Il a été aussi, revu d'un point de vue financier. Donc en fait, le principe, c'est quand un salarié du secteur privé est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, par exemple, il travaille de nuit, un certain nombre de nuits par an, ou il est exposé au bruit avec un dépassement d'un certain nombre de seuils, il va obtenir des points sur le compte pénibilité et ces points, en fait, ont un équivalent euro qui a été augmenté. Il était, à 375 €, il est passé à 500 € et l'intérêt de là encore, c'est de pouvoir utiliser ces points potentiellement pour se former et là, ce qui est très intéressant, c'est que, les cas d'ouverture, de l'utilisation du compte professionnel de prévention ont été un peu plus ouverts. Alors on peut les utiliser pour, partir en retraite, par exemple, un peu plus tôt et cetera. Je vais rester sur les cas formation. On se retrouve aujourd'hui avec 2 cas formation, la possibilité d'utiliser, le C2P pour prendre en charge totalement ou partiellement une action de formation qui permettrait d'accéder à un métier qui, est moins ou plus exposé à de la pénibilité, ça existait déjà. Et puis nouveau cas de figure, on voit arriver la question de la reconversion professionnelle avec la possibilité en fait de financer dans le cadre d'une, reconversion, professionnelle, des éléments via, ce compte professionnel de prévention, notamment, de prendre en charge la question de la rémunération, pendant la période de reconversion. Donc ça, c'est un montage qui est intéressant, ça permet finalement d'utiliser, en lien avec le C2P 2 choses, soit son CPF, alors sachant qu'il y a pas d'utilisation dématérialisée automatique pour l'instant, il faudra attendre septembre 2024 pour que ce soit actif. Pour l'instant, il faut passer par son compte professionnel de prévention et pas directement par l'application CPF, soit d'aller chercher, le projet de transition professionnelle au niveau des associations de transition professionnelle, puisqu'on est dans une logique de reconversion et d'obtenir, un complément de financement, via le compte professionnel de prévention où là, on est sur, des budgets particuliers qui se sont capitalisés au niveau de l'assurance maladie. Donc, ça, c'est un point clé, qui est à connaître. Heu,
ça va être, des points qui vont revenir dans le travail de négociation sur, les questions d'usure professionnelle, de transition professionnelle. Tous les salariés du secteur privé ne sont pas exposés à des facteurs de pénibilité tels que la loi les définit dans le compte professionnel de prévention parce que, la définition est quand même limitative sur les cas de figure et puis sur les seuils d'exposition. Donc, ce qui est aussi à noter, c'est qu'on a un texte qui explique qu'aujourd'hui, si un salarié est exposé à des facteurs de risque professionnel qui sont hors du compte professionnel de prévention, ne sont pas définis par la loi comme donnant droit à des points sur le compte professionnel de prévention, mais qui sont des facteurs professionnels dits ergonomiques, comme de la manutention de charge, comme des postures pénibles, de l'exposition aux vibrations mécaniques, etc. On a aussi la possibilité, de bénéficier du projet de transition professionnelle, hein, du projet, du PTP classique auprès des associations de transition professionnelle, avec un fonds particulier, un nouveau fonds qui a été créé, qui est le fonds, de prévention de l'usure professionnelle qui va pouvoir être appelé au financement, de la formation. Donc ça, c'est les premières mesures finalement, par rapport à la question d'usure professionnelle qui va sûrement, être complétée par d'autres éléments quand, la négociation avec les partenaires sociaux aura eu lieu. Je termine par un petit flash très rapide sur l'alternance et puis un dernier sur la VAE. C'est des flashs rapides parce que c'est des informations que je pense vous connaissez. Du côté de l'alternance, qu'est-ce qui s'est passé, sur ces quelques semaines? Vous l'avez, je pense tous vu, prolongation des aides, exceptionnelles au recrutement des alternants dans les mêmes conditions que l'année 2023, donc 6 000 € la première année d'un contrat d'apprentissage pour tout type de public en apprentissage et pour, des personnes en contrat de professionnalisation à condition que le stagiaire, ait moins de 30 ans. Mêmes conditions que 2023, hein, il n'y a pas de changement. Donc là, le texte est paru, on l'a attendu, hein, il est paru, toute fin de l'année 2023. Une prolongation également du dispositif des contrats de professionnalisation, expérimentaux. Alors c'est une prolongation d'une prolongation parce que finalement l'expérimentation aujourd'hui commence à durer. Le bilan global n'a pas été fait. Pourtant on a quelques chiffres, qui sont très positifs puisque si je vous donne les chiffres depuis 2019, il y a eu plus de 20 500 contrats expérimentaux signés par plus de 3 500 employeurs et les, taux d'insertion sont très bons puisque, à 6 mois, on a 70 d'insertion, dont la moitié en CDI. Donc, on capitalise sur cette expérimentation-là, qui reste donc possible, sur toute l'année 2024. Je rappelle, le contrat de pro expérimental, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être sur une certification classique comme dans un contrat de pro. En fait, il y a un accord, entre l'OPCO, un employeur, et un futur salarié stagiaire en contrat de professionnalisation avec un organisme de formation pour finalement un plan de formation personnalisé qui peut aller chercher par exemple un bloc de compétences ou une certification du répertoire spécifique ou même pas de certification du tout parce que, il y a, un besoin qui est pas forcément couvert par, l'existant au niveau des formations, certifiantes et de ce qui existe dans les répertoires. Nouveau CERFA aussi pour le contrat de professionnalisation qui est arrivé fin du mois de décembre. Si vous faites des contrats de professionnalisation, vous l'avez sans doute vu. Pas de révision majeure, c'est simplement la réintroduction, du décret, du texte sur, la VAE inversée. Puisque aujourd'hui, on se sert de l'outil contrat de professionnalisation pour une expérimentation qui mixe de la validation des acquis de l'expérience et de la formation classique, ou en action de formation en situation de travail. C'est ça la VAE inversée. Donc nécessairement, fallait le prendre en compte au niveau, du document officiel. Du côté aussi, de la mobilité, il y a des évolutions avec, une loi qui vient, reprendre, une directive européenne sur la mobilité internationale des alternants avec l'idée de favoriser, de faciliter la mobilité, notamment au niveau, des pièces juridiques, hein, des conventions de mobilité ou de partenariat, du statut, du, stagiaire en mobilité et de la protection sociale. Donc là, pareil, je vous donnerai les éléments dans l'infographie avec le lien vers le texte. Il y a quelques éléments à aller regarder, si, vous organisez des mobilités.
Et puis dernier point pour quand même je puisse traiter les questions et je vais aller très vite sur ce point-là. On avait eu un temps fort VAE il n'y a pas si longtemps. C'est simplement une actualisation, c'est que le décret, quoi, un des décrets attendus par rapport à la réforme de la VAE a été publié le 27 décembre. C'est pas le seul texte, hein, il manque encore des textes sur la réforme de la VAE. Tout n'est pas constitué dans l'échiquier juridique. Ce texte-là, il est vraiment centré sur la procédure de validation des acquis de l'expérience, sur le fait que les dispositions basculent du code de l'éducation vers le code du travail, sur la question de la protection des données, puisqu'on a une nouvelle plateforme, hein, la plateforme France VAE. Donc, il y a forcément une question de traitement des données personnelles, de responsabilité, etc. Des étapes de la procédure qui sont bien identifiées au niveau du décret, même s'il y a des précisions qui ne sont pas apportées, qu'il y a d'autres textes qui sont attendus. Le financement, l'idée qu'il y a un financement nouveau dédié qui est lié à la plateforme VAE, et puis sur le fait qu'il y a un calendrier progressif, ce que nous avait bien dit le service de préfiguration, c'est que tout n'est pas encore mis en place au niveau de France Travail et que quand on ne retrouve pas la certification, il y en a à peu près 200 au niveau de la plateforme, ça veut dire qu'on applique les anciens dispositifs, les anciennes dispositions juridiques. Donc voilà, là c'est plus une actualisation, donc je vais très vite là-dessus. Je pense que c'est important qu'on se garde quand même un petit temps de questions-réponses. Je vous remercie. Merci Alexia. Effectivement, il y a eu quelques petites choses qui sont remontées. Alors sur la partie acteurs, il y a eu une demande d'envoi de la V9 de Calliope, mais certaines personnes qui suivaient ont, transmis le lien et je pense que ce sera présent également dans l'infographie, hein, à l'issue du séminaire. Il y avait une question aussi, il me semble que tu y as répondu, hein. Un formateur en statut micro-entrepreneur peut-il être certifié Calliope? Bah, du coup, ça pose cette question-là. Vous n'avez Mmh, pas cette obligation-là, voilà. en étant micro-entrepreneur avec un chiffre d'affaires inférieur au seuil, qui est le seuil d'ailleurs par rapport, aux obligations fiscales, hein. Donc, il n'y a pas cette nécessité-là. Après, c'est une question, en fait, plutôt de positionnement de l'organisme de formation, dans sa stratégie d'organisme de formation, plutôt qu'une question juridique. Après les autres questions portaient toutes sur les dispositifs et beaucoup sur la sous-traitance comme tu t'en doutes. Donc la première, elle a amené quelques réactions dans le chat. «Les sous-traitants ne doivent donc pas être Calliope?» se demandait Ah une des bah personnes qui si, a suivi. Voilà, du donc coup, ça veut dire que je n'ai pas été claire si ça a on a eu le été, nom puis ça a le si, été si, c'est bon. réceptionné comme ça. Donc, on a bien l'organisme principal sur la plateforme qui est Calliope, le sous-traitant qui est Calliope sur la plateforme CPF, sauf si, en fait, ce sous-traitant a un statut juridique spécifique qui est le statut lié à la micro-entreprise, donc on appelait avant, l'auto-entrepreneur, avec un chiffre d'affaires qui, est en deçà du seuil, de 77 700 €. Voilà, c'est la seule exception par rapport à l'obligation Qualiopi dans le cadre de la sous-traitance sur EDOF, uniquement sur EDOF. Ça ne veut pas dire que sur, un autre dispositif de financement, un marché région, un marché Pôle emploi et cetera, cette obligation, de certification qualité s'impose. Là, c'est plutôt le cahier des charges qui va le dire. On n'est pas sur une évolution qui touche autre chose que le compte personnel de formation. Une question aussi toujours en rapport avec les sous-traitants. Qu'en est-il des sous-traitants qui ne sont pas des OF? Par exemple, un centre social qui met à disposition un salarié pour intervenir sur une formation ou un GIC. Alors, ça, c'est une très bonne question Mmh. qui a été, d'ailleurs, rappelée par la DGEFP, dans le cadre de la sous-traitance et là, en fait, il y a pas de nouveauté, mais finalement, il y a des problématiques d'interprétation parce que, on revient pas souvent sur cette question-là. Le principe, normalement, c'est que activité formation égale numéro de déclaration d'activité. Et après, derrière, la numéro le numéro de déclaration d'activité peut être lié à plusieurs typologies de statut. Donc ça a été vraiment rappelé par la DGEFP dans le cadre de ce questionnement sur, la sous-traitance. C'est qu'en fait, un organisme principal qui est sur la plateforme, quand il va aller sous-traiter, il va aller sous-traiter à un organisme qui a un numéro de déclaration d'activité et il est responsable de vérifier que l'organisme a bien un numéro de déclaration d'activité, comme il va être responsable de vérifier les titres et qualités des formateurs de l'organisme et cetera et cetera. La limitation, à ce volet-là, c'est quand on est sur une organisation un peu différente, c'est que, on est, sur un organisme qui embauche
des, personnes sur des vacations, et là, on n'est pas sur le même système d'organisation, qui vont faire quelques heures, au niveau de l'organisme de formation, parce que ce sont des professionnels d'un domaine et qui vont venir, et donner des éléments sur leur domaine. Là, c'est différent. On n'est pas sur la déclaration d'activité, on est sur, quelque chose qui est lié à l'organisation interne de l'organisme de formation. Donc en fait, la question, c'est de savoir si, on est vraiment sur de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on fait appel à une structure à l'externe et là, le numéro de déclaration d'activité, on ne se pose pas la question, il le faut, ou si on est sur des mécanismes d'organisation à l'interne de l'organisme de formation avec le droit du travail finalement. Assez proche finalement. Est-ce qu'une personne en intérim ponctuellement, comme mode de sous-traitance, est-ce que ça va être considéré comme de la sous-traitance? Alors non, parce que là, Mmh. l'intérim, pour le coup, c'est exactement la différence que je viens de faire. Mmh. C'est la différence entre ce qui relève du droit du travail et le fait de sous-traiter une prestation qu'on ne peut pas réaliser complètement. Donc, l'intérimaire, normalement, il a un lien de travail avec, l'organisme de formation. Donc on ne va pas aller chercher, des questions de labellisation, de ce côté-là. Mmh mh. Il y a une dernière question qui vient d'apparaître dans le chat. Quelles obligations pour l'OF donneur d'ordre si le sous-traitant est Qualiopi? Beh, la question, est de une question de vérification, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de présomption avec Qualiopi que le sous-traitant, du coup, va être en face, du respect des obligations légales et réglementaires, en face d'un certain nombre de critères. Bah, encore faut-il que le donneur d'ordre fasse lui-même aussi cette vérification-là. C'est-à-dire, faut pas attendre, la question des audits, liés à Qualiopi du côté du sous-traitant. Il faut aussi s'assurer, comme donneur d'ordre principal, que, on est bien dans cette logique-là. Comme, on a l'obligation de vérifier que, le sous-traitant va être bien à jour de ses déclarations fiscales, de ses déclarations sociales, et cetera. On reste responsable, donc ça veut dire, une supervision à organiser. Merci, c'est toutes les questions qui nous sont remontées via le chat et le questions-réponses. Heu, Parfait, donc ouais, tu as ben, répondu à j'avais tout. très peur de ne pas être dans les délais, mais on est Mmh. à peu près dans les délais, ce qui nous laisse encore 1 ou 2 minutes pour des questions qui arriveraient. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est un peu le jeu des rendez-vous de la réglementation, c'est Mmh. finalement de vous partager ma veille et de vous faire une grosse synthèse sur tous les éléments d'actualité, ce qui fait qu'on surfe, sur beaucoup de sujets différents. Merci Alexia, hein, pour, ces éclairages et surtout les précisions apportées, parce que bon, comme tu l'as dit, ça reste, malgré tout complexe. Merci Maud, aussi pour, avoir, repris donc, toutes les questions, de façon à ce que Alexia puisse y répondre. Bon, il y a peut-être encore des choses, je ne sais pas là, non? Des remerciements, Voilà. Donc, ben, Maud, je te laisse peut-être la parole ou Alexia, par rapport, à Il y ce a que une les dernière question. participants puissent, continuer à répondre au questionnaire, c'est ça? Alors, il y a peut-être une dernière question et Ah, ça sera d'accord. vraiment la dernière avant qu'on lance le petit sondage. Pour bénéficier des budgets CPF, je croyais qu'il fallait obligatoirement être certifié Qualopi, c'est mon cas, oui. En tant que formatrice indépendante et les formations financées par le CPF représentent 80. Alors après, il faut pas confondre, le statut du donneur d'ordre principal et du sous-traitant. La règle des 80 du chiffre d'affaires concerne le donneur d'ordre principal, c'est-à-dire que vous êtes l'OF qui vendez la prestation. Je vais dire n'importe quoi, vous vendez une formation CAP boulanger, vous êtes l'OF, qui est identifié comme, vendeur de la prestation, CAP boulanger avec un titulaire de CPF. Après, ce qui peut arriver, c'est que, ben, une partie de la formation va être réalisée par quelqu'un d'autre, pour X raisons, peut-être de couverture, géographique par exemple, hein. Donc là, on va aller regarder, le sous-traitant. Mais la règle des 80 du chiffre d'affaires s'applique au donneur d'ordre principal et pas à son sous-traitant. Le sous-traitant, lui aussi, il a des obligations, mais différentes. Le sous-traitant, il peut pas faire la totalité de son chiffre d'affaires avec, le même donneur d'ordre principal. Donc on est sur une autre réglementation. J'espère que ça a répondu à la dernière question. Je pense. D'ailleurs, vous pouvez continuer, hein, de toute façon à nous interpeller sur la messagerie des temps forts. Tu as apporté effectivement, la précision, à la question. Bien écoute, Alexia, merci beaucoup pour, donc, toutes ces informations. Merci Maude.
Merci à tous, d'avoir, participé à ce premier temps fort de l'année et donc je vous dis à très bientôt et bien sûr les temps forts continuent, hein. L'épisode 6 sera consacré à la mobilité justement avec le programme Erasmus et les coopérations et enfin donc l'épisode 7 devrait nous permettre de faire un point sur, les différents éléments clés du CPRDF-OP de Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis Merci encore n'oubliez à tous. je vous dis également à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et vos questions et n'oubliez pas en sortant, de, la petite pièce du webinaire de compléter notre petite, enquête d'amélioration continue et puis éventuellement de nous proposer un thème pour les prochains temps forts. Complètement, complètement. N'hésitez pas surtout. Merci À à très tous. bientôt. À très Merci, au bientôt. revoir.